Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le compte à rebours. Dans cette vidéo, je fais tout simplement un compte à rebours en team de 8, uniquement le boss, pour vous montrer comment se passe le boss en team de 8. Dans la vidéo précédente, justement, j'avais effectué le donjon entier, mais ce donjon était quand même assez truqué de fail, et je tenais à vous montrer une vidéo de qualité. Voilà, tout simplement. Alors là, pour l'instant, je vous montre comment je place mes persos. Alors de préférence, je les place loin du compte à rebours, comme vous pouvez le voir. Il se trouve en bas à droite et ma team en haut à gauche, euh, afin de, afin d'éviter de devoir porter le compte à rebours et le jeter, ou tout simplement d'avoir un perso collé au compte à rebours, tel le Zobal. Ce placement est d'ailleurs assez intéressant, du fait que le cycloïde se trouve tout près et le panda va pouvoir mettre un panda Wasta, pardon, pour le bloquer. Le cycloïde est assez embêtant dans le sens où il est indépassable lorsqu'il commence à attaquer et lorsqu'il attaque, il attire les persos, donc on se retrouve bloqué. Et c'est très très gênant. Donc voilà, je vais vous montrer mon placement. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le F4 joue en plein milieu. Ça pourrait être assez embêtant pour les dons de PO, vu que justement le Zobal va venir se coller ensuite. Mais j'en ai vraiment vraiment besoin, vu que je joue sans crieur, donc niveau placement c'est assez dur. Mais justement, je préfère me favoriser en premier lieu des protections. Car vous le verrez, même avec des protections telles que le Fekka et le Zobal ensemble, je prends énormément de dommages. Donc là, je me rapproche pour lancer le passant sur toute la team. Et ensuite, je fais la transe sur les 5 persos sous la fraction. La fraction qui va venir après, bien sûr. Et j'en profite pour donner la puissance du masque du psychopathe au Yop, vu que c'est vraiment lui qui permet d'effectuer un burst autour d'eux. Vous le verrez. Donc là, de classique, la fraction et les armures sur tous les persos. C'est ça qui est bien. Dans cette salle, grâce à ce placement, je peux lancer les armures sur tous les persos et même le panda. Et avec le PA restant, j'en profite pour lancer une mise à garde sur le panda Wasta. Là, vous remarquerez que j'ai eu beaucoup de chance qu'il y ait le petit vide noir, car sinon le panda se serait fait attirer. Là, j'avoue, je le reconnais, j'ai quand même eu de la chance. Donc avec les nus, on vient booster le Yop et toute la team avec la cupidité, donner les PM au panda, comme vous le voyez. Et j'ai essayé de virer les PM au Nocturne Lab pour éviter qu'ils viennent me gêner. Mais je crois qu'il est quand même venu m'embêter un petit peu. Et le sac animé, de préférence, là je crois que je l'ai fait sur le sort, voilà. Je l'ai fait aussi sur l'ennemi, mais lorsque l'ennemi sera tapé, il prendra les dommages. Comme vous le savez, la fraction et le sacrifice a été nerf depuis belle lurette. Donc ensuite, avec le Yop, généralement au tour 1, je vais donner la puissance et les dommages aux Zobal. Du moins la puissance sur le Yop et les dommages aux Zobal, pardon. Car le Zobal joue énormément sur les dommages. Le Zobal joue à la Poulash. C'est assez peu conventionnel du fait que je pourrais tout simplement jouer la Strigide avec la Ponogosson entière. Mais je trouve que la Poulash en coup critique est vraiment cheatée de chez cheaté. Donc là il me reste 3 PA. Je vais en profiter pour donner un peu de vitalité au panda. Même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça. Vous remarquerez aussi qu'au niveau du challenge, j'ai quand même eu de la chance. Il est relativement facile du fait que je n'ai seulement la F4 en termes de sexe féminin. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc là, je suis obligé de lâcher une libération pour donner l'épée au centre, ce qui fait que l'ennemi va se retrouver un peu loin. C'est ça le gros souci de mon placement. Et ça va, j'arrive à y remédier assez facilement. Et il me semble que j'ai mis un cadran pour bloquer le Nocturne Lab. En fait, cet enregistrement est fait après la vidéo, car j'ai eu un peu de mal à faire un compte à rebours assez propre, disons. Car en fait, j'arrivais, comment dire, je me prenais toujours un voire deux morts autour d'eux. Là, j'ai essayé d'optimiser vraiment le burst et la qualité de mes placements, etc., etc. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ou même sur le jeu. Ça, tout simplement pour que je puisse faire davantage de vidéos de qualité. Voilà.
D'habitude, ce que j'aime bien faire au tour 1, pardon, avec le ça, c'est de booster le yop, mais là, vous le voyez, le yop est beaucoup trop loin. Ou dans la mesure de possible le Zobal, mais le panda est aussi, selon moi, un personnage qui rote énormément. Beaucoup de teams le jouent avec des bottes de glace, ou tout simplement en mode grosse mulasse, comme on dit. Mais moi, mon panda est stuffé en panneau brousse et avec des items style amulette nocturlab, etc., etc. Donc, normalement, je crois que je vais commencer à. Je crois que je vais activer la mascara du Strigid au tour d'après et taper le cycloïde. Car le cycloïde est un monstre très très embêtant et je vaut mieux l'éliminer en premier sans broncher. Car il suffit qu'il attire un perso pour que celui-ci se retrouve bloqué, ou tout simplement que le cycloïde attire un perso sur la guilde du compte à rebours si les deux sont proches, et on a le temps de rien comprendre et on se prend un one shot. Ce qui est intéressant avec les invocations telles que le panda Wattle et le cadran, c'est que le compte à rebours en profite pour les taper. Et il faut savoir que le compte à rebours tape dans les éléments terre et eau, et le cadran présente des faiblesses dans l'élément eau. Donc il aura très souvent tendance à taper les invocations style cadran et lapino plutôt que la team. Surtout que la team procède des armures et le panda Wasta la mise en garde. Donc voilà, c'est intéressant. Donc là, comme vous le voyez, j'ai effectué quand même pas mal de dommages sur le cycloïde. Là, je lance la picole vu que le panda n'a pas la fraction. Et qu'avec la mascarade, il aura vraiment très peu de points de vie. Tout comme l'Enu qui est déjà très faible en points de vie. D'où l'intérêt justement de finir très vite le cycloïde vu qu'il joue en premier de l'ordre d'initiative. Là, vous le voyez, j'ai un petit peu peur pour l'Enu car il a très, très peu de points de vie. Là, je regarde ma conclusion et ensuite je vais venir finir le cycloïde. Il faut surtout pas oublier qu'à chaque fois qu'on donne un coup au corps à corps, on se prend une composition horaire de pi sur 2. Donc il faut parcourir, le sens inverse des aiguilles d'une montre pour suivre la logique. Là, vous le voyez, j'ai eu énormément de chance. Je vous avais dit que c'était vraiment pas facile de garder ce perso en vie sur cette salle, car on a très rapidement les monstres au corps à corps. Et voilà, je suis quand même assez content que les nuls survivent. Au pire des cas, j'aurais pu le ressusciter, mais ça m'a embêté. Je perdais du Rox et un Inu, c'est bien pratique. Et j'aime beaucoup autour d'eux lancer une corruption sur le compte à rebours dans la mesure du possible, vu que avec la double mascarade, il tape beaucoup plus fort. Il faut savoir que moins le compte à rebours a de points de vie et plus il tape fort. Donc là, avec la F4, j'en profite pour taper le sinistre flou, qui est un monstre aussi très embêtant. Enfin, il faut rappeler quand même que tous les monstres sont embêtants, donc voilà. Mais le sinistre flou, il faut en profiter pour le taper directement au tour 2, car avec les deux mascarades plus son sort qui fait qu'il renvoie des dommages 2 fois plus forts en zone, lorsqu'on le tape à distance, y compris sur lui-même, euh, c'est un gain de temps énorme. Surtout qu'après, c'est pareil, il file très loin et on perd du temps en fait. Surtout qu'il enlève des PM, etc., etc. Vraiment la totale. Donc là, le sinistre flou est mort. Et je vire des PM au nocturlab, comme ça il ne viendra pas m'embêter. Là maintenant, les deux persos qui sont susceptibles de mourir sur le panda et le ça, vu que l'Enu a été immunisé. Donc là, avec le Yop, chose que j'aime bien faire autour de, comme je l'ai dit, c'est faire un gros burst, c'est-à-dire essayer de finir des mobs directement. Du fait que le Yop soit en Strigid et en Ponoglorson, je peux roxer avec mon panel de surfeu. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc les tempêtes de puissance. Donc vous voyez que ça chiffre quand même. Il me semble que j'ai lâché une tempête sur le dernier. Voilà. Donc vous voyez qu'il reste déjà plus beaucoup de monstres. Une fois que le Nocturlab sera mort, j'aurai déjà vidé la moitié de la salle. Et donc ce sera beaucoup plus simple en termes de mouvement, d'encaissement de dommages tout simplement. Et j'aurai vraiment le champ libre. Et il me semble que je vais lancer quand même l'altruisme à la fin du tour. Je peux me le permettre pour plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a plus beaucoup de, comment dire,
bah, mes persos sont faibles en points de vie, surtout ceux que j'aimerais bien protéger. Donc là, comme vous le voyez, le panda, je fais le maximum pour le protéger. Par contre, le save, vu qu'il a peu de points de vie et que Lenny se trouve... Il est relativement près, je pourrais lâcher un mode de reconstitution, mais je préfère le garder. Je vais lâcher le mode d'altruisme justement pour soigner le save, surtout le save. Ensuite, je n'ai aucun perso avec un état insoignable, vu que les Nocturlabs vont mourir, ou alors celui qui reste n'a pas encore tapé, donc je peux me le permettre. Et au pire des cas, je ne peux pas soigner les prochains tours, mais je peux jouer sur plein de sorts, tels que la corrupte sur le compte à rebours, ou tout simplement la trêve du Feka. Et en sachant qu'au tour 4, je pourrais relancer la fraction. Je suis peut-être pas très clair dans mes explications, mais n'hésitez pas à me le dire. Je tape le Strigid. Alors, je crois que c'était pour redonner des points de vie au compte à rebours, oui. Il faut savoir que le Strigid, quand on le tape de loin, il lance la mascarade, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Mais cette mascarade est assez complexe, vu que en fait, ça effectue une mascarade avec un pourcentage très élevé en termes de points de vie enlevés. Et lorsqu'on le retape, le pourcentage change. En fait, ça tend à atteindre une certaine valeur. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais quand on effectue la mascarade deux fois, on subit une mascarade plus faible. Voilà. Il faudrait peut-être que je fasse un petit tutoriel concernant les monstres ou tout simplement que je spoil en commentaire la page Jol ou Tofus qui parle justement des caractéristiques des monstres, tel le Strigid. Donc là, je vais pas faire le fichou, je vais simplement taper le Grand-Duc un petit peu avec la F4 et à la fin de son tour de jeu avec les 3 PA restants, lancer une trêve. Chose que j'aime bien faire, c'est lancer la trêve justement au tour 3 pour me préparer au tour 4 en termes de boost et lâcher la colère au tour 3 car vous le savez, le compte à rebours n'est attaquable que lors des tours pairs. Et lorsqu'on lance la colère en tour impair, forcément, comme ça ajoute 3 tours de. Comme il y a 3 tours de délai avant la relance, on a la colère disponible au tour pair. Donc au tour 6. Et au tour 4, j'en profite aussi pour lancer l'épée du destin. Comme ça, je peux lui lancer les deux. Donc là, je vais lancer la corruption sur le compte à rebours. Ce qui est embêtant justement avec le compte à rebours, c'est qu'il lance des étapes pesanteurs. Et donc je ne peux pas lancer le rollback, et donc je ne peux pas replacer la team. Et lorsque le compte à rebours est sous l'état passe son tour tout simplement avec la corruption, je n'ai pas de problème avec la glyphe, car par moment la glyphe est très mal placée. Lorsqu'on commence son tour sur la glyphe de compte à rebours, on se prend un one shot, et par moment le compte à rebours se... le compte à rebours se place sur la zone de départ de mes personnages. Donc là vous le voyez, la F4 était tout près de se prendre un one shot si elle n'était pas déplacée, et que si la glyphe était placée juste une case à droite. Donc là avec le sage, je n'ai pas grand chose à faire, donc je vais venir tout simplement booster le yop, vu que le panda avait déjà les boosts en termes de vitesse et de protection. De toute façon, le panda va pouvoir venir le remplacer. Donc là maintenant à la fin du combat c'est vraiment tranquille par rapport au début. Les tours qui sont vraiment très importants dans ce boss, que ce soit en team de 5 ou en team de 8, ou avec un autre format de team, ce sont vraiment les deux premiers tours. Car une fois qu'ils sont assurés à merveille, ensuite c'est vraiment une balade de santé j'ai envie de dire. Après il faut toujours faire attention aux confusions horaires bien sûr, ou anti-horaires. Mais lorsqu'on a l'habitude c'est vraiment tranquille, on effectue beaucoup moins de failles. Je vais donner le PM au Yop, comme ça il pourra venir. Ah non, même pas. J'ai préféré le garder. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que comme à chaque fois j'ai l'habitude de faire ça, et que je commande la vidéo après, je m'attends à faire autre chose. Je préfère justement commenter la vidéo après, car ça me permet justement de me concentrer davantage sur le combat lorsqu'il est effectué. Donc là, une erreur stratégique de ma part, j'aurais dû lancer le masque de classe le tour d'avant. Comme ça, en termes de points de bouclier, ça serait revenu exactement au même. Mais j'aurais pu booster la F4
puissance. Donc là, je relance la fraction. Et j'ai pas grand chose d'autre à faire. J'aurais pu lancer une téléportation pour bouger ma F4, mais je l'avais déjà lancé pour finir le sinistre fou. Donc là, ça va vraiment être du classique, ça va être du boost comme au tour 1. Ou alors, dans la mesure du possible, je lance les mêmes boosts, car par exemple, vous voyez que la relance du tour animé n'a pas encore été achevée. Ce qui est embêtant avec le stratégie là, comme vous le voyez, c'est qu'il dépasse mon panda, mais ça pourrait être pire. Donc là, je vais faire en sorte de bouger le F4, si je dis pas de bêtises, pour relancer le PA. Donc je déplace le Yop. Et en tenant compte de leur confusion, je laisse la place au centre pour les donneurs de PA. Et je viens taper un petit peu le Strigid, tant qu'à faire. Ce qui est embêtant avec la mascarade du Strigid, quand j'ai les 8 canaux verts ouverts, c'est que justement ça me fait un peu friser l'ordinateur, car mon PC portable n'est pas suffisamment puissant pour me permettre de jouer tout le temps avec les 8 canaux verts ouverts. Généralement, au boss, je garde seulement le canal du panda ouvert, et à chaque début de tour d'un personnage, je vais vérifier leur confusion en cliquant sur le compte du panda. C'est vraiment pour éviter tout simplement de surcharger le canal, quoi. Car sinon après ça devient un petit peu incompréhensible. Donc là je me suis décalé avec ça pour filer tous les boosts sur le Yop. Comme ça au tour 6 il les aura encore. Et le tour 6 justement c'est le tour où je viens tuer le contre-rebours. Car oui, je peux tuer le contre-rebours en un seul tour grâce au Yop. Le Yop n'a vraiment que très peu de force, il n'a que 320 de force de base, enfin avec les équipements et la force de base, car je suis un Strigid Glurson et je joue avec un casque Dragoche et quasiment tous mes stats sont répartis en vitalité. C'est vraiment grâce au boost aux vulnérabilités que je place d'ailleurs avec le panda pour ne plus avoir l'air face au tour d'après, que je peux effectuer d'énormes dommages. Donc je viens lancer les vulnérabilités et je replace le panda très loin des monstres. Car le compte à rebours va venir directement, il va venir vers moi et j'aurai plus qu'à le placer, dévulner, etc., etc. Et il me semble que je vais venir taper le Grand-Duc. Comme je suis trop lent pour lancer une Furia, il me semble que je vais lancer une Cabriole. Voilà. Et je vais venir lancer quelques dommages sur le Grand-Duc, comme ça il sera déjà entamé. Il faut faire très attention justement avec le Grand-Duc, c'est que tout comme le compte à rebours, en fait les 3 monstres qui restent là, moins ils ont de points de vie, moins ils ont de points de vie et plus ils tapent fort. Donc leurs dommages sont inversement proportionnels à leur quantité de points de vie. Donc là, avec la F4, je me rapproche, avec les nuls également. Donc je vais lancer la cupidité. J'aurais dû lancer la chance juste avant, car la portée est assez faible. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez constater que l'épée du dessin, je n'ai pas lancé au tour 4. J'aurais dû d'ailleurs, mais bon, vous verrez que ça passe quand même. Je pourrais lancer l'érosion sur le compte à rebours pour maximiser l'épée du destin, voire un duel. Mais je préfère finir le gros duc. C'est plus safe, on va dire. Donc, avec le Xelor, je me rapproche un petit peu. De façon globale, je rapproche ma team du compte à rebours. Donc, je viens booster le panda, surtout en termes de PAPM, vu que je m'étais donné les PM grâce à pendant le cul. Mais je viens de me debuff. Donc voilà, il a 8 PM et ça va suffire. J'avais lancé la capture au tour d'avant. Chose importante, il ne faut pas l'oublier, car c'est dommage.
compte à rebours tape mes persos. Donc là je réfléchis à comment je vais m'y prendre pour rendre le compte à rebours vulnérable, pardon. Mais niveau confusion, je trouve que c'est mieux d'effectuer la chose comme ceci. Car je vais changer pour que ce soit à gauche ou à droite. Donc une stabilisation. J'enlève l'état du compte à rebours, l'état vulnérable. Et là, on se rend compte que lorsque je tape le compte à rebours, comme ceci, au lieu que le compte à rebours fasse la rotation autour du panda, et ben ça fait quelque chose d'assez bizarre du fait que le Grand-Duc a lancé son état e-boom sur le compte à rebours. Je ne saurais pas à même d'expliquer correctement ce qui se passe, mais c'est assez bizarre en fait. Grosso modo, quand je tape le compte à rebours prend ma place, et moi je recule d'un nombre de cases égal à la distance qui nous séparait. Du moins lorsque ces sorts sont effectués assez loin. Là, j'ai assez mal géré la chose avec le Zobal, car si le compte à rebours était de l'autre côté, j'aurais pu le taper avec le F4. Du coup, là, j'ai pas grand chose à faire, c'est taper le Grand-Duc, mais là, petit fail, et voilà. Je ne peux plus taper le Grand-Duc, j'ai plus qu'à passer mon tour. Donc là, je vais venir taper le compte à rebours avec une pelle massacrante, et il me semble que je vais lâcher un sac animé. Ah non, même pas, je vais lâcher au tour d'après. Vous voyez que c'est quand même assez embêtant cette façon de changer de position. Un sac animé, on sait jamais. Et normalement, avec le gap, je vais venir terminer le compte à rebours. Chose que j'aime bien faire, c'est un petit bond. Donc le push, que j'aurais dû lancer au tour d'avant. Et la coco. Vous voyez que la coco tape pas si fort que ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de force. Et l'épée du destin de même. Ça tape pas énormément vu que je l'ai pas boosté. Et vous voyez quand même que j'ai effectué du moins 7000 sur le compte à rebours. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc voilà, plus de compte à rebours. Et le gros duc ne saurait tarder. Donc je viens mettre le grand duc au centre de mes persos. Comme ça il pourra pas aller bien loin. Donc pour éviter que l'ennemi ne meure, dans l'optique de lâcher le coffre Atimi au tour d'après, je vais lui donner de la vita et de la protection. Et je crois, oui voilà, je mets un crackler. C'est comme j'avais fait au tout début du combat avec le Strigid, pour donner des résistances sur les persos. Mais le problème, c'est que je n'y ai pas pensé. J'ai préféré tuer le Grand-Duc directement, sans lâcher le coffre. Donc ça, c'est une erreur de ma part. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir un coffre animé en plus, surtout quand les lignes de drop sont pleines. On peut gagner un scapule en plus, voire une bandelette. Et donc là, je vais finir le Grand-Duc et finir le combat. Donc vous pouvez constater que le drop est je trouve plutôt moyen. Heureusement qu'il y a la bandelette pour attraper, car en tenant compte du challenge, moi j'estime que j'aurais dû dropper environ au moins 6 capulas. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.